Bonjour, je me présente, je m'appelle Christian Journet et je suis le président de l'association Doupata. Le but principal de cette association est de faire connaître en France la diversité des cultures indiennes. Pour y parvenir, nous collectons des peintures, nous rassemblons les histoires qui les accompagnent et nous organisons en France des événements qui mêlent expositions et spectacles de contes. Dans ce cadre, nous invitons régulièrement des peintres, généralement tribaux, qui viennent présenter leurs œuvres et confier au public les récits qui les animent. L'association Doupata a son siège en France, mais plusieurs membres sont indiens et vivent en Inde. Parmi eux, Padmaja Shrivastava joue un rôle considérable pour rencontrer les artistes et les artisans locaux. Sa grande connaissance des contes n'a d'égal que sa passion pour les histoires et les différents moyens de les exprimer. Écoutons Padmaja. চল দেখি মন চল চল ও জনগণ সবাই মিলে করো গাছ রোপণ बुढ़िया गैया रकरा दे बिजरा बरोबर भाई बुढ़ो बैला झाका तावारा La narration est un moyen puissant d'introduire de nouvelles idées dans le monde. Elle prend différentes formes à travers le globe. L'Inde étant une terre de cultures diverses, elle possède une riche tradition de ses histoires. Chaque État, chaque district utilise son propre style de narration. Quand certains racontent, d'autres utilisent des accessoires, marionnettes, masques ou encore instruments de musique. D'autres encore se racontent à travers la danse ou la musique. Il n'y a donc pas en Inde une seule façon de donner vie à une histoire. Les moyens d'expression et leurs supports sont multiples. Un des exemples les plus importants d'ailleurs est le théâtre d'ombre, dont la tradition est particulièrement ancrée dans le sud-est de l'Inde. Entrons quelques instants dans cet univers. La tradition du théâtre d'ombre, de l'Andhra Pradesh et du Telangana s'appelle le Tolu Bomalata, ce qui signifie la danse des poupées de cuir. Elle intègre de nombreuses formes d'art différentes, telles que la peinture, la gravure, la musique et la narration. Les marionnettistes mettent en scène des histoires d'épopées hindoues, telles que le Ramayana et le Mahabharata. Les marionnettistes projettent une ombre colorée sur un écran. C'est pourquoi on parle de théâtre d'ombre. Les spectacles de Tolu Bomalata étaient traditionnellement des représentations nocturnes qui avaient lieu pendant le Shivratri, à l'extérieur des temples dédiés à Shiva. De nos jours, les spectacles ont adopté des contextes modernes et relatent des histoires de Panchatantra et des contes pour enfants. La durée des spectacles est désormais de 2 heures pour correspondre au format des festivals de théâtre. Ces quelques images et les propos de Padmaja montrent combien ces formes de narration sont associées à des récits ancestraux, tels les épopées du Ramayana ou du Mahabharata. Bien entendu, certains récits proviennent du fameux Panchatantra. Fameux en Inde avec certitude, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas en France. Pour pénétrer une partie de l'imaginaire indien, il faut en dire 2 mots. Cet ouvrage, qu'on appelle Panchatantra, est composé de près de 80 récits regroupés en 5 parties thématiques, d'où l'expression Pancha-tantra, qui, en sanskrit, veut dire instruction en 5 parties. Il s'agit de contes, de fables ou d'apologues mettant en scène des êtres humains et des animaux anthropomorphes. La compilation de ce recueil est incertaine. D'aucuns pensent qu'elle daterait du IIIe siècle précédent notre ère,
D'autres pensent que la composition du recueil daterait plutôt du début de notre ère ou plus tardivement même. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce recueil s'est répandu dans une grande partie de l'Asie, gagnant la Chine et les pays de l'Asie du Sud-Est. Mais ce qu'il y a de plus étonnant encore, c'est l'analogie de certains récits avec les fables du célèbre Ésope, qui a vécu il y a 2500 ans sur les lieux de l'actuelle Turquie. Et ce qu'il y a de plus étonnant encore, c'est que les récits du Panchatantra ont inspiré des personnages de l'Occident aussi emblématiques que les frères Grimm ou Jean de La Fontaine. Nul besoin de WhatsApp ou d'Instagram pour que les informations circulent d'un continent à l'autre. Certains diront que le monde est petit, d'autres penseront que les contes ont une dimension universelle. Ces deux affirmations sont probablement vraies, et nous aurons l'occasion d'examiner tout ceci un peu plus tard dans nos propos. Mais tous les contes ne sont pas issus du Panchatantra, et pour l'heure, j'aimerais vous faire voyager au centre de l'Inde, principalement dans l'état du Madhya Pradesh, à la découverte du peuple Gond, dont les récits, les chants et la musique ont récemment donné naissance à un art pictural résolument contemporain. La communauté Gond est l'une des plus importantes communautés autochtones du centre de l'Inde. Les Pardhan Gond sont une sous-secte de cette communauté. Traditionnellement, ils étaient chargés de perpétuer la mémoire collective. Seuls quelques-uns d'entre eux furent en mesure de continuer à suivre cette vieille tradition du bana. Le bana est un instrument de musique à 3 cordes. Les cordes sont en crin de cheval et le corps principal de l'instrument est constitué à partir de bois de saja. La partie centrale de l'instrument est recouverte d'une peau de chèvre. Les chanteurs bana voyagent de village en village après la récolte du riz, à partir de Dussehra. Les chanteurs bana sont invités au rituel de récolte ou lors d'un décès dans une famille. Il s'agit sans doute de la dernière génération de chanteurs bana vivants. La tradition du chant bana s'éteignant petit à petit avec le désintérêt des jeunes pour cette profession. Une série d'épisodes survenue en 1980 a transformé les notes de musique en un art visuel, reconnu aujourd'hui sous le nom de peinture Gond. Le regretté peintre philosophe Swaminathan découvrit un talentueux garçon issu des Pardhan Gond, appelé Jangar Singh Shyam. Ce dernier décorait alors les huttes du village de Patangar. Il fut ensuite invité à déménager à Bhopal, et ce, afin de développer ce style unique qui fut renommé Jangar Kalam, signifiant littéralement la plume de Jangar. Il expérimenta diverses textures et motifs et présenta ce nouveau style à sa famille, qui poursuivit cette nouvelle forme artistique à plein temps. Avec cet exemple, Padmaja nous montre que le monde du récit peut donner naissance à des formes d'expression nouvelles. C'est un monde vivant qui se nourrit des évolutions du temps et du développement des nouvelles technologies. À cet instant où je vous parle, nous utilisons les réseaux sociaux et Padmaja a à ce sujet un avis que je souhaite vous faire partager. La narration est née à travers les peintures rupestres, telles de véritables histoires visuelles. Elle a évolué en direction de traditions orales, écrites et imprimées. Elle s'est encore développée avec l'avènement du son, de la télévision, du magnétoscope et d'Internet. L'utilisation de la technologie a façonné nos interactions et la manière dont nous racontons des histoires. Bien que la méthode pour raconter des histoires ait évolué, l'éthique derrière les peintures rupestres et la narration orale reste toujours semblable.
La narration est désormais virtuelle, public et conteur restant dorénavant anonymes l'un pour l'autre. Les smartphones et les services de streaming ont rendu la narration visuelle plus accessible que jamais. Les histoires peuvent être créées en quelques minutes et transmises sur les réseaux sociaux. L'envie de créer un monde suscitant de l'intérêt et des réactions reste la même. La différence majeure étant qu'au lieu d'accessoires visuels, nous utilisons désormais Facebook, Instagram pour raconter nos histoires. La narration physique est en péril et a été contrainte de se réinventer en marge de la société. La faire revivre et la ramener au centre de l'attention est une tâche herculéenne. Après ces réflexions sur l'avenir, je vous propose de revenir sur les liens qui existent entre les histoires et les supports d'expression traditionnels. On l'a vu, il y a la chanson, la musique, la danse, les marionnettes et surtout le dessin ou la peinture. En Inde comme ailleurs, l'histoire contée est en effet souvent associée à des peintures vernaculaires. Les peuples tribaux n'ayant pas d'écriture, à l'exception de certains scripts créés artificiellement depuis le milieu du XXe siècle, la peinture est un des principaux moyens de sublimer les histoires portées par les traditions orales. Ainsi en est-il par exemple des Patuas, cette communauté de peintres du West Bengal dont bon nombre appartiennent à la tribu des Santals. Chez eux, l'histoire peut être chantée ou contée en déroulant une œuvre qui est une véritable bande dessinée. Elle peut avoir un contenu dévotionnel, relater des récits mythologiques ou bien même évoquer un sujet d'actualité. Le peintre est à la fois conteur et chanteur, mais aussi souvent parolier et compositeur. Un des exemples les plus frappants est celui de Monimala du village Naya dans le West Bengal. নন্দিনী তারিতে দশে বাহু চণ্ডী মায়ের দশে দিকে সাজে তারিতে ত্রিনয়ন জ্বলেছে মায়ের কপালেরও মাঝে তারিতে সিংহ অসুর জয় বিজয়া চলে মায়ের সনে তারিতে একদিনই দুর্গা মায়ের হয়েছিল দয়া তারিতে ডালিম তলাতে রত্ন দিল দেখাইয়া তারিতে ডালিম তলারে রত্ন কালকে তু পেল তারিতে গুজরাটের বনে কেটে নগর বসালো তারিতে Monimala, que nous venons d'écouter, appartient à l'univers des peintres sur rouleau. Dans cette pratique, le chant renforce le pouvoir émotionnel du récit. Mais il y a d'autres façons de procéder. De manière générale d'ailleurs, les peintures narratives sont plutôt réalisées sur les murs et les sols des maisons lors des cérémonies. Dans tous les cas, la peinture ne conduit pas l'histoire. Elle l'accompagne et en fixe les repères. Chaque histoire l'emporte sur l'illustration et a souvent pour but de renforcer la cohésion familiale, la paix sociale ou la clémence des divinités. Mais dans le monde moderne, l'accès à l'école et à de nombreux médias tend à faire disparaître les traditions orales et picturales. Les peintres se convertissent en artistes sur toile ou sur papier pour répondre à la demande d'un marché émergent. La pratique picturale est devenue un enjeu commercial. Face à ces nouveaux débouchés, les peintres sont de plus en plus nombreux et l'esthétique de l'œuvre compte souvent plus que l'histoire qu'il apporte. La virtuosité graphique comble le désir artistique du client occidental et fait fi des liens sacrés de la peinture avec la matière. Le client occidental trouvera exotiques les peintures dont le fond est enduit de bouse de vache, comme aime à le faire Anil Vangal, de la tribu Loarli, lorsqu'il dessine le vol harmonieux d'oiseaux, messagers des dieux. Ou, comme aime à le faire aussi Chandra Kaladevi, lorsqu'elle évoque la perplexité d'un couple de bergers face à l'avenir. Et pourtant, dans ces deux cas, il ne s'agit pas pour les peintres de produire un effet décoratif, mais bien leur intention d'exprimer leur reconnaissance envers la sacralité de la vache et souvent, par extension,
leur dévotion à la déesse mère. L'acte de peindre porte déjà sa propre histoire, celle du lien sacré à des forces invisibles. Le devoir de l'association Dupata est de l'expliquer au public. Malheureusement, de plus en plus de peintres adoptent les règles de base du marketing, faire ce qui plaît aux clients. Peu importe la sacralité de certains signes graphiques, peu importe les symboles narratifs, l'essentiel est de faire quelque chose de joli, dans le seul but de répondre à la demande du plus grand nombre. Ainsi, rencontre-t-on de plus en plus de peintres, certes habiles, mais peu soucieux de l'essence de leur art. L'association Dupata lutte contre cette dérive. À chaque fois que nous sélectionnons une œuvre, nous avons une double préoccupation. Distinguer l'apport créatif du peintre et vérifier que l'œuvre proposée n'est pas simplement un exercice graphique. Cela suppose du temps pour découvrir chaque peinture et écouter le peintre dans sa manière de la raconter. Ainsi, presque chaque année, nous allons chez Rina Unversat Valvi dans le Maharashtra. À chaque fois, nous nous asseyons, nous regardons et nous l'écoutons. हा मध्ये पूर जोरात ते मारत असतात माहिती आहे. अंगावरती आणि हा ह्याला घोल म्हणतात. तो एका हातात तो घोल असतो, एका हातात साठतं ते, मग अंगावरती वारा म्हणजे ते त्यांच्या हातात ते पवित्रपणा ते असतात. तर नंतर हातामध्ये कंस असतात ह्यांचे. कंस म्हणजे इथे लावलेले आहे, इथं मी दाखवलेले आहेत, ह्याच्यामध्ये नाही पण कंस, भाताची कंस असतात आणि मखोलीचं फूल ते पण पवित्र आहे ना. तर हे सगळं ठेवूनच ते पूजा केली जाते पूर्ण रात्र. Quel bonheur d'écouter les peintres raconter leur peinture. C'est pour nous une étape essentielle. Elle est composée de 3 temps successifs, aussi indispensables les uns que les autres. La première étape consiste à regarder la peinture au plan de sa construction graphique et de la créativité de l'artiste, afin d'anticiper l'attrait que l'œuvre peut susciter auprès du public français. La deuxième étape consiste à regarder le peintre et à se laisser emporter par le son de sa voix, ses rires, sa gestuelle et ses changements de rythme et de ton, afin de vivre avec lui l'émotion portée par son récit. La troisième étape, enfin, consiste à en faire traduire le contenu afin de l'adapter à la langue française. L'engagement de Dupata est donc de restituer le contenu narratif des peintures, tout en sachant que certains repères culturels peuvent échapper à la compréhension d'un public non indien. Certains passages du récit doivent être explicités ou recontextualisés. Je pense en particulier aux arbres. Ils sont souvent présents dans les histoires indiennes. Et j'ai envie de dire que si pour les Français, l'arbre est avant tout un végétal très utile, cueillir ses fruits, apporter de l'ombrage, fournir du bois pour les meubles, ou bien encore servir de décoration de Noël, pour les Indiens, la notion qui vient prioritairement à l'esprit est certainement celle de l'arbre de vie, c'est-à-dire un être sensible et conscient qui rassemble tous les principes de vie et qui peut abriter les divinités, les esprits ou les ancêtres. Chez les Kurumba, par exemple, au sud de l'Inde, on saura repérer un arbre susceptible de faire venir la pluie. Chez les Gonds, au centre de l'Inde, on saura que tout arbre abrite une divinité. Sur les terres de Mithila, au nord, on rappellera que toute future épouse doit d'abord se marier à un arbre. Tous ces arbres se retrouvent dans les histoires. Les images mentales qui leur sont associées sont implicites chez les Indiens. En France, il faudra que le conteur trouve les mots et les sons pour révéler leur sens caché. C'est le travail que nous avons entrepris avec la conteuse Anne Kowaleski. Aussi, je lui cède la parole pour qu'elle nous parle de son travail et de son engagement.
Bonjour, je m'appelle Anne Kowalewski et je suis conteuse. Je raconte depuis bientôt 30 ans et avant de raconter, avant d'être conteuse, j'étais infirmière. Et en fait, j'ai l'impression que je n'ai pas changé de métier. Conter, c'est un métier où on est dans la relation à l'autre. Quand on compte, on fait du bien aux gens. Donc oui, infirmière ou conteuse, c'est la même chose. Et je raconte parce que je suis amoureuse. Je suis amoureuse des gens, je suis amoureuse des histoires, je suis amoureuse de la vie. Et quand je dis amoureuse, ça veut dire aimer, mais aimer au sens large. Et quand on raconte, c'est comme partager un secret qu'on a avec les choses. Et on ne partage les secrets qu'avec les gens qu'on aime. Ouais. Conter, c'est être au service de la vie. Un peu comme dans cette histoire. L'histoire d'un bûcheron. D'un bûcheron qui était grand, fort, costaud. Il avait les cheveux comme un buisson de ronces et la barbe comme un buisson d'épines. Et ce bûcheron-là ne savait faire qu'une seule chose, couper du bois. Ce qui pour un bûcheron est assez utile. Alors tous les matins, il prenait sa hache et il partait dans la forêt pour couper du bois. Le soir, lorsqu'il rentrait, il posait sa hache près de la porte, il jetait un fagot de branches et là, il prenait la branche la plus souple, la plus dure, la plus noueuse. Il s'approchait de sa femme et il battait sa femme. Et ça, tous les jours que Dieu faisait. Le bûcheron battait sa femme. Et la femme du bûcheron ne trouvait rien à redire parce qu'elle n'imaginait pas qu'il puisse exister autre chose. Mais un matin, alors que le bûcheron était déjà parti depuis bien longtemps pour couper du bois, la femme du bûcheron est sortie dans la clairière. Et là, elle a trouvé que le soleil brillait plus fort que d'habitude. Elle a trouvé que l'herbe était plus verte que d'habitude. Elle a trouvé que les oiseaux chantaient plus fort que d'habitude. Et ce matin-là, elle a su. Elle a su qu'elle attendait un enfant. Alors toute la journée, elle a pensé à ce petit à naître, et puis elle a pensé à son mari. Ce soir, quand il va rentrer, il va me battre. Qu'il me fasse mal à moi, ça n'a pas d'importance. Mais je ne veux pas qu'il fasse mal à l'enfant que je porte. Alors toute la journée, la femme du bûcheron a réfléchi. Et le soir, lorsque son mari est rentré, comme tous les soirs, il a posé sa hache, il a jeté son fagot, il a pris sa branche la plus souple, la plus dure, la plus noueuse, il s'est approché de sa femme, il a levé le bras. Mais là, la femme du bûcheron a dit « Attends mon homme, écoute ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu me battras après. » Et voilà que la femme du bûcheron s'est mise à raconter. Elle a raconté des histoires incroyables, des histoires extraordinaires, des histoires merveilleuses. Et le bûcheron est resté comme une bête, le bras en l'air, à l'écouter. Toute la nuit, la femme du bûcheron a raconté. Et au matin, lorsque le soleil est passé par la lucarne, le bûcheron a posé sa branche, il a repris sa hache, il est parti couper du bois. Le soir, lorsqu'il est rentré, il a posé sa hache, il a jeté son fagot, il a pris sa branche, il s'est approché de sa femme. « Attends mon homme, écoute encore !» Et de nouveau, la femme du bûcheron a raconté. Elle a raconté des histoires incroyables, des histoires extraordinaires, des histoires merveilleuses. Et le bûcheron a écouté. Et tout ceci a duré 9 mois. Et au bout de 9 mois, la femme du bûcheron a mis au monde un petit homme. Elle l'a déposé dans le berceau. Et là, le bûcheron s'est approché d'elle, il a levé le bras et lui a mis la main sur l'épaule. Et il lui a dit « Raconte encore, ma femme, raconte. » Alors la femme du bûcheron a raconté. Elle a raconté des histoires incroyables, des histoires extraordinaires, des histoires merveilleuses. L'enfant et le bûcheron les ont entendues, mais le vent et les oiseaux aussi les ont entendues. Et ils les ont portés tout autour de la terre. Alors si aujourd'hui, nous avons des histoires à écouter, des histoires à raconter, eh bien, c'est grâce à la femme du bûcheron, grâce à la mère des contes, qui pour sauver la vie
à inventer les histoires. Et que cette femme soit remerciée parce que peut-être que sans elle, seuls les bâtons auraient encore la parole. Oui, merci à cette femme. Et aujourd'hui, moi je me fais l'écho du vent, l'écho des oiseaux, et je raconte. Je raconte des histoires de partout. Et c'est comme ça que je me suis mise à raconter des histoires qui viennent d'Inde grâce à l'association du Pata qui m'a fait découvrir cet univers merveilleux des peintures qui racontent des histoires. Merci Anne pour cette présentation des contes à la fois sensible et profonde. À travers le personnage du bûcheron et de son épouse, on découvre que souvent, pour sauver la vie, il faut inventer des histoires. Cette histoire nous fait d'ailleurs penser à Scheherazade dans Les Mille et Une Nuits et montre que les contes n'ont pas de frontières. Les personnages peuvent changer d'habit, mais les métaphores sont les mêmes et certains repères peuvent être totalement identiques. Je pense en particulier au nombre 7 et à sa fréquence dans de nombreux contes, non seulement en France, mais aussi dans toutes les régions de l'Inde. Ainsi, en France, on pourra citer les bottes de 7 lieues, le nombre de femmes de barbe bleue, le petit pousset, c'est-à-dire le 7e de la fratrie, Blanche-Neige et les 7 nains, etc., etc. En Inde, on a vraiment l'embarras du choix, dans toutes les communautés régionales et les tribus. Ainsi, on pourra citer l'histoire des 7 frères et le Bana, ou la naissance d'un clan chez les Gonds. L'histoire des 7 frères et 7 sœurs, à l'origine du monde chez les Santales. L'histoire des 7 frères et les 7 sœurs et le tabou de l'inceste chez les Waris. L'histoire de l'enfant et l'oiseau, ou comment la jalousie de 7 belles-sœurs conduit à l'avortement punitif. Dans les contes indiens, comme en France, le nombre 7 n'est pas l'expression d'une mesure, mais plutôt celle d'une démesure. Elle est aussi souvent celle de l'indicible, du mystère de la famille, quelquefois du sexe et de la mort. Au-delà de nos cultures respectives, si éloignées soient-elles, le nombre 7 pose la question de nos ressemblances, avec nos peurs et nos espoirs. Mais le nombre 7 n'est pas le seul à nous interroger sur une mémoire collective. Et Anne Kowaleski saura mieux en parler que moi. Depuis que l'homme est homme, il raconte des histoires. Il raconte des histoires tout autour de la Terre. Et les hommes sont les mêmes tout autour de la Terre, alors les histoires sont les mêmes tout autour de la Terre. Ce sont des histoires pour comprendre, des histoires pour ne plus avoir peur, des histoires pour rêver, pour aimer, des histoires pour donner des règles, pour donner des structures. Dans les sociétés sans écriture, on se rend compte que le conte donne des codes, donne les règles de la vie en société. En fait, si on étudie un peu le corpus des contes de chaque civilisation, on se rend compte que c'est un formidable manuel de savoir-vivre. Un guide des us et coutumes des différents pays, des différentes civilisations. Les contes sont portés par un véhicule extrêmement fragile, la parole. Fragile, mais puissant. La parole est puissante. Et c'est parce que la parole est puissante que les contes ne se sont pas perdus dans les sables du désert, malgré le temps qui passe. Et quand on regarde un peu, on se rend compte que les contes ne parlent pas de grand-chose en fait. Ou alors ils parlent de beaucoup de choses. Ils parlent de vie, de mort. Ils parlent de Dieu au sens de la spiritualité que chaque être humain porte en lui. Et ils parlent d'amour. Et si vous parlez de vie, de mort, de spiritualité et d'amour, vous parlez de l'homme. Et raconter des histoires, c'est parler de l'homme à l'homme. Et c'est pour ça que même nous, adultes, nous sommes tellement touchés par les histoires. Les histoires ne sont pas faites pour juste des histoires pour enfants, des histoires de bonnes femmes pour les petits. Non, les histoires sont faites pour endormir les enfants et pour réveiller les grands. Et c'est comme ça qu'on trouve les mêmes histoires partout autour de la Terre. Par exemple, le tabou de l'inceste est traité à la fois en Europe
par l'histoire de Peau d'âne, ce roi veuf qui veut se remarier avec sa fille, et la fille qui dit « Mais mon père, les pères n'épousent pas leurs filles. Je suis le roi, cela se peut. Si le roi le veut, cela se peut. » Au final, la jeune princesse n'épousera pas son père. Elle épousera un prince d'un royaume d'à côté parce qu'elle se sera enfuie, parce que les pères n'épousent pas leurs filles. Et on trouve exactement le même thème du tabou abordé dans une histoire indienne, le cheveu de la rivière, où 7 frères et 7 sœurs se baignent au bord de la rivière, et une des sœurs prend un de ses cheveux, le noue délicatement, en fait une jolie rosace qu'elle pose sur une feuille, et la feuille part au fil de l'eau. Et le frère cadet découvre ce cheveu. Ce cheveu est tellement beau qu'il promet à la divinité de la rivière qu'il épousera celle à qui appartient ce cheveu. Et le soir, lorsqu'il découvre que le cheveu appartient à sa sœur, il dit « Ma sœur, j'ai promis, je dois t'épouser. » Mais les frères n'épousent pas leur sœur. Et la sœur s'enfuit. Et elle aussi, elle doit son salut à la fuite. Et finalement, l'histoire se terminera avec la jeune fille qui épouse une divinité. Dans les deux cas, le tabou de l'inceste est abordé. On trouve la même chose aussi dans l'histoire, par exemple, en Inde, du crabe maudit, où un homme, victime d'une malédiction, est transformé en crabe. Et toutes les nuits, il sort de sa carapace de crabe. Et ce crabe, un jour, aide un homme qui transporte, ou qui n'arrive pas à transporter des feuilles de sag, un énorme ballot. Le crabe l'aide, l'homme l'invite dans sa maison, et pour le remercier, il lui donne une de ses filles en mariage. Il n'y a que la petite dernière qui accepte d'épouser le crabe. Eh bien, elle lui en a pris parce qu'elle se rend bien compte qu'elle ne passe pas du tout sa nuit de noces dans les bras d'un crabe. Bien sûr, jusqu'au jour où elle découvre que la carapace s'ouvre toutes les nuits et qu'un jeune homme beau comme un dieu en sort. L'histoire se termine lorsqu'elle brûle la carapace et elle suit celui qu'elle aime et tous les deux montent au ciel et se transforment en divinité. Eh bien, il y a cette même histoire en plusieurs versions. En Europe, on trouve un prince revêtu d'une peau de cochon, un prince revêtu d'une peau de fer ou d'une peau de serpent. Et c'est la même chose. Une malédiction a transformé un jeune homme beau et bon en monstre. Et l'amour vient à bout de la monstruosité et de la cruauté. On trouve aussi, par exemple, l'histoire du petit chaperon rouge qu'on trouve en Europe avec le loup qui veut manger le petit chaperon rouge. Cette même histoire, on la trouve en Afrique avec un lion qui veut manger la petite fille. On la trouve en Chine avec un tigre qui veut manger la petite fille. Donc on trouve les mêmes thèmes, vraiment les mêmes choses tout autour de la Terre. Et c'est ça qui est passionnant. Et en découvrant les histoires racontées par les peintures, j'ai découvert les mêmes histoires que celles qui sont racontées en Europe. Dans un contexte différent, mais à chaque fois c'est la même chose. C'est comme la variation, chaque histoire, chaque version d'une histoire est comme la version d'une gravure. C'est la même chose, mais c'est différent. Et si on creuse un peu le corpus des contes qu'on trouve tout autour de la Terre, il doit y avoir entre 400 et 500 histoires différentes. Tout le reste, ce ne sont que des variations, des broderies, des changements liés au changement géographique. Un loup se transforme en tigre, un tigre se transforme en ours, mais c'est la même histoire. Parce que ce sont les mêmes hommes, les mêmes femmes tout autour de la Terre.